l'Inde et le Brésil. Si vous continuez à acheter du pétrole russe bon marché pour permettre à cette guerre de se poursuivre, nous allons vous mettre une pression énorme et écraser votre économie, car ce que vous faites, c'est du sang sur les mains. Vous achetez du pétrole russe à bas prix au détriment du reste du monde. Et le président Trump en a assez de ce jeu. Si j'étais le président Poutine, je me mettrais vite à la table des négociations, car il est sur le point de se faire écraser. Que pensez-vous des menaces venant de Lindsey Graham et de son ami Blumenthal? J'aimerais ne pas avoir à donner mon avis là-dessus, Nima, parce que Lindsey Graham n'est même pas un être humain. Il relève d'une catégorie subzoologique. Il est au-delà du dégoûtant et du répugnant, payé par ses maîtres depuis des décennies. Et c'est bien là le problème. Lorsqu'un sénateur américain, stupide et imbécile, ouvre la bouche, il y a des répercussions dans le monde entier. Voilà le problème. Quand un sénateur du Bangladesh ou du Brésil ouvre la bouche, il ne se passe rien, même si c'est en anglais, ce qui n'est généralement pas le cas. Mais ces imbéciles à Washington, ils ouvrent la bouche et c'est relayé sur toute la planète en un éclair. Et nous devons composer avec cela, même quand nous savons que quoi qu'ils disent, il ne sait même pas comment penser. Lindsey Graham est pire que John McCain, juste pour te donner une idée. Et je suivais ces enfoirés quand je vivais à Washington, au quotidien. Mais le point est bien plus large. La guerre contre les BRICS passe maintenant à un niveau supérieur. C'est quelque chose dont nous parlions depuis un certain temps, sur lequel nous écrivions que nous débattions entre nous, dans notre petit groupe d'analystes. Et nous savions que tôt ou tard, nous passerions à l'étape suivante. Et dans certains cas, de façon brutale, comme ça s'est produit avec l'Iran, pratiquement une déclaration de guerre. Les Iraniens, bien sûr, comme tu le sais très bien, Nima, les Perses et les Iraniens, ils pensent sur le très long terme, avec une vision historique. Ils ont donc calibré leur réponse, ou dans le cas de l'attaque des États-Unis, ils n'ont pas répondu, car cela aurait signifié une guerre totale. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran de faire cela. Dans le cas de la Russie, bien sûr, le maître de piste du cirque et les gens autour de lui, ses donateurs, les véritables personnes qui tirent les ficelles, les classes dirigeantes américaines, ont découvert bien sûr ce qu'ils savaient déjà. On ne peut pas faire plier la Russie, quoi qu'on fasse. Ils en sont donc revenus aux menaces, une fois de plus. Cette menace stupide de 50 jours, de droits de douane à 100%, 500%, 1 million de pourcents, plus personne ne prête attention à cette stupidité. Mais c'est le langage de la menace. De la fanfaronnade, bien sûr, toujours mêlée d'arrogance. Et les Russes, comme vous le savez très bien, et notre public le sait très bien aussi, ce sont des réalistes. Ils regardent les faits sur le terrain, les faits géopolitiques, les faits géoéconomiques, les menaces réelles, les menaces physiques contre la Fédération de Russie. Par exemple, ce week-end dernier, une nuée de drones a été lancée contre Moscou. L'aéroport de Sheremetyevo a connu de longues interruptions. C'est donc quelque chose que la population russe, surtout à Moscou, où la guerre est si éloignée, c'est un sujet que nous abordons souvent. La guerre est à au moins 1200 km de Moscou. C'est trop loin. Mais quand des drones sont lancés contre la Russie et paralysent l'aéroport de Sheremetyevo, c'est une autre histoire. Donc, si cela continue, il faudra une réponse beaucoup plus sévère de la part de la Russie. C'est ce que beaucoup d'entre nous qualifient de moment Oreshnik. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous en rapprochons de plus en plus. Pour l'instant, nous sommes au moment de l'expansion de l'offensive russe, qui peut durer quelques semaines, quelques mois,
et qui peut entraîner l'effondrement de tout le front ukrainien dans les prochains mois. Mais en même temps, nous subissons cette pression du système américain désorganisé autour de Trump. Je ne dirais pas que Trump lui-même s'en est déjà rendu compte, car ce n'est pas un personnage analytique, ce n'est pas un stratège, il ne lit pas, il n'écoute personne. Il n'écoute que des slogans en 3 mots et tout ce qui va avec. Mais il sait que l'échéance des 50 jours est une impasse avec la Russie. La Russie ne prend jamais de décision sous pression. Jamais. Surtout Poutine. Et en réalité, dans les prochaines semaines, l'avancée russe va se poursuivre et même s'accélérer. Et les Russes considèrent la situation dans son ensemble non seulement en ce qui concerne l'Ukraine, mais aussi l'ouverture de nouveaux fronts contre la Russie. Et cela commence avec l'Azerbaïdjan, où ce sinistre Aliyev joue un double jeu particulièrement dur. Et tout le monde, dans les cercles de pouvoir à Moscou, le sait. Le MI6 endoctrine de plus en plus de personnes à travers toute l'Asie centrale. Ce nouveau rideau de fer dans la Baltique, les 3 Chihuahuas, la Pologne et la Finlande, essayant, dans leurs propres rêves, de transformer la Baltique en une mer de l'OTAN et d'isoler la Russie, en particulier Saint-Pétersbourg, ce qui sera évidemment impossible. Mais pour l'instant, ils pensent encore que cela pourrait arriver. Et bien sûr, la mer Noire, où nous avons maintenant des avions de surveillance de l'OTAN qui survolent la Crimée quotidiennement. Donc, prépare quelque chose en Crimée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si cela se produit cet été, alors nous approcherons du moment Oreshnik, n'est-ce pas? Donc Nima, la situation devient de plus en plus tendue chaque jour. En Chine, Trump a été forcé de reculer. Il savait dès le début que c'était voué à l'échec, compte tenu de la réaction des Chinois déjà en c'était quand? Avril. J'étais là à Shanghai, en avril par exemple. J'ai pu suivre la réaction chinoise en direct depuis Shanghai. Et nous avons pu constater, en discutant avec nos amis chinois, que la Chine n'est plus celle d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Désormais, ils ont suffisamment confiance en eux pour dire aux Américains « Ah oui, allez-y. Nous vous attendons. Cela nous est égal. Donnez tout ce que vous avez. Lancez tout ce que vous pouvez contre nous. » Et que s'est-il passé ces derniers jours? La soi-disant autorisation de l'administration Trump permettant à Nvidia de vendre des puces H20 à la Chine. Qu'est-ce que cela signifie, essentiellement? Cela signifie que Nvidia a des quantités astronomiques de puces qu'il doit vendre par tous les moyens nécessaires. Et le seul marché capable d'absorber ces puces, c'est la Chine. Est-ce que la Chine a besoin de ces puces? Non, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que Huawei est déjà passé à l'étape suivante. Donc vous savez, les puces et les cartes graphiques de Huawei, les plateformes et tout le reste vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est là que se dirige le marché chinois. Jensen Huang de Nvidia, il le sait, mais il doit quand même vendre ses puces. Donc, évidemment, il a fait pression sur l'administration Trump. Écoutez, faites quelque chose, j'ai besoin de vendre ces puces. Sinon, je vais couler. J'ai cet énorme stock. Il faut que je me débarrasse de ces puces. Et pourquoi ça s'est-il produit au départ, Nima? Parce que les Chinois ont commencé à imposer de lourdes restrictions à l'exportation de terres rares vers les États-Unis. Et là, tu frappes là où ça fait mal. Tu touches l'industrie automobile américaine et tu touches l'industrie aérospatiale américaine. Voilà. Et c'est ça la différence entre la Russie, la Chine et le Brésil. On y arrive, on va parler du Brésil. La Russie est une superpuissance militaire nucléaire. On ne plaisante pas avec ça. Il y aura toujours des réponses, et des réponses sur le terrain. La Chine est une superpuissance économique. On ne plaisante pas avec ça. Les réponses sont géoéconomiques, dans le commerce et dans les exportations. Et le fait est que la Chine peut exporter où elle veut.
and the fact that China can export to anywhere they want. They don't need the American market. Brazil is a Ils n'ont pas besoin du marché américain. Le cas du Brésil est bien plus compliqué, car le pays se trouve désormais en pleine guerre commerciale et géoéconomique. Donc cela dépendra. Et ce n'est pas Lula en tant que tel, bien sûr. Ce sont les décisions de Lula, mais aussi celles du gouvernement Lula. Et je pense que toi, ainsi qu'une grande partie de notre public, connaissez très bien certaines des personnes qui occupent des postes de pouvoir dans le gouvernement Lula. Et ce ne sont pas exactement des Einstein, n'est-ce pas? Voilà le problème. C'est un énorme problème. Le Brésil fait donc maintenant face à une menace existentielle. Pour replacer cela dans le contexte des BRICS, la Russie, la Chine et l'Iran ont compris, surtout au cours de ces 3 derniers mois, qu'ils font face à une menace existentielle, individuellement et en tant que membres des BRICS, face à l'Empire. individually and as BRICS members vis-à-vis the empire. And now Brazil is part of this group. India is different. Et maintenant, le Brésil fait partie de ce groupe. L'Inde, c'est compliqué parce que l'Inde, et c'est quelque chose qui a été largement discuté en marge du sommet des BRICS à Rio, ils ne savent toujours pas où ils en sont, ils savent toujours pas où ils vont, et ils continuent de ménager la chèvre et le chou. Le Brésil, dans une certaine mesure, les classes dirigeantes brésiliennes, elles ne prennent même pas de précautions. Ce sont des atlantistes, ok? Et beaucoup d'entre eux sont des agents de l'étranger, clairement. Mais maintenant, ce que fait Trump, ce que fait le système, et ce que des imbéciles comme Lindsey Graham vocifèrent, et des super imbéciles comme Tutti Frutti ou Rudy, le secrétaire général de l'OTAN, ils menacent directement le Brésil. Donc c'est un tout autre jeu. Donc maintenant, le Brésil joue dans la cour des grands. Cela rend la situation beaucoup plus compliquée. Nous allons devoir attendre le 1er août pour voir si ces droits de douane de 50% seront appliqués, ainsi que la réponse brésilienne qui, selon la loi de réciprocité, serait de 50% en retour sur les produits américains. Les Brésiliens ont déjà commencé, du moins, ils reçoivent des demandes, notamment d'Afrique et d'Asie, de nouveaux clients potentiels pour ces produits que le Brésil exporte et que tout le monde veut. Café, acier, avions, pièces d'avion, soja, etc. Voilà où nous en sommes actuellement. Nous sommes clairement passés à un niveau supérieur de cette guerre, qui n'est plus si hybride et qui, à bien des égards, est désormais une guerre ouverte contre les BRICS. Pepe, dans le cas du Brésil, nous savons que Donald Trump demande quelque chose qui n'est pas du ressort du président brésilien. Oui, Il n'a aucun pouvoir sur les choses que Donald Trump demande, et dans le cas de Bolsonaro, toutes ces choses-là. Bien sûr, à votre avis, est-ce qu'il est au courant de cela? Qui? Trump? Who? Trump? Of course not, Nima. Trump doesn't know anything about Trump. foreign policy. Bien sûr que non, Nima. Trump ne connaît rien à la politique étrangère, nulle part dans le Sud global. Il ne sait toujours pas ce que sont les BRICS. Puis-je te donner sans doute la meilleure citation de ces derniers jours? Je vais citer Trump mot à mot à partir de maintenant. Quand j'ai entendu parler de ce groupe des BRICS, donc c'est un groupe des BRICS, ce n'est pas le groupe BRICS, 6 pays, en gros. Donc il ne sait même pas combien il y a de membres des BRICS et de partenaires des BRICS. Je les ai frappés très fort, et s'ils se forment vraiment d'une manière significative. Donc selon Trump, les BRICS ne sont même pas encore formés. Ça se terminera très vite, je vous le dis. Ils ne dureront pas très longtemps. Je ne pense même pas qu'ils le feront. Le franc, dans son esprit, ça veut dire le dollar. Dans sa tête, la seule chose qui compte, c'est que ce groupe de 6, ou peu importe, non formés, blabla, blabla, est en train de dédollariser et que c'est anti-américain. C'est la seule chose qui retient l'attention de Trump. Je ne pense même pas qu'ils le feront. Ils ont pratiquement peur de se rencontrer. Et il n'a même pas formulé la phrase correctement. Il aurait dû dire « ils ont pratiquement peur de moi ». Il a dit « ils ont pratiquement peur à moi ».
Donc pour lui personnellement, tous les BRICS ont peur. C'est ainsi qu'il le perçoit. C'est très révélateur parce que, même si c'est affreusement mal formulé, un enfant de 5 ans construirait cette réflexion mieux que Trump. Mais tout y est. Cela prouve qu'il n'a absolument aucune idée de ce qu'est réellement les BRICS. La seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est qu'ils essaient de dédollariser. Donc, ils sont anti-américains. Donc, je dois les frapper fort. Voilà tout. Vous savez, c'est ce qui est si tragique sous l'administration Biden. Nous devons suivre Lindsey Graham, car d'une manière ou d'une autre, ses politiques étaient la ligne officielle à Washington. Il semble que pour l'administration Trump, ce soit la même chose. C'est lui qui mène la danse à Washington. Vous savez, je veux dire, nous parlons de politique intérieure en ce moment. Et il y a énormément de sentiments anti-russes aux États-Unis. Et il est politiquement facile de s'en prendre à Vladimir Poutine et à la Russie. Mais il faut aussi comprendre que Lindsey Graham, et je crois que c'était Blumenthal, le sénateur du Connecticut, ont proposé d'imposer des droits de douane de 500% à ces pays. L'Inde, la Russie, le Brésil, et que cela soit fait immédiatement. Je veux dire, vous savez, Lindsey Graham est allé s'asseoir avec Zelensky et le gouvernement ukrainien pour régler cela. Et pourtant, ce que le président a fait, c'est dire « Adoptez votre projet de loi, mais vous devez me donner le contrôle total sur cette question. » C'est moi qui décide quand, dans quelle mesure et comment lever les sanctions. Le Congrès n'a rien à dire là-dessus. Tout ce que Lindsey Graham a fait, c'est créer un argument de communication. Il n'y a pas de véritable politique ici. Rien qui oblige le président à faire quoi que ce soit. Le président a dit qu'il allait attendre 50 jours, donner à la Russie le temps de quoi? Reconsidérer ses actions. Mais en même temps, Seymour Hersh écrit sur son Substack que l'administration Trump cherche à évincer Zelensky du pouvoir. Zelensky, l'homme qui a rencontré le sénateur Graham pour élaborer cette grande idée de sanctions. Vous savez, au moment où cela a été annoncé, les sanctions et les sanctions européennes, la bourse russe a augmenté de 2,7%. Les Russes ne s'inquiètent pas de cela. Ils n'en ont pas peur. La Chine a déjà déclaré qu'elle ne céderait pas, qu'elle utiliserait toutes les ressources à sa disposition pour riposter. Le Brésil a dit que si on ne veut pas faire affaire avec eux, alors ils ne feront pas affaire avec nous. L'Inde est le maillon faible, mais elle doit faire attention, car elle pourrait se retrouver du mauvais côté d'une guerre des chaînes d'approvisionnement avec la Chine, ce qui écraserait l'économie indienne. Les États-Unis ne sont pas prêts à intervenir pour aider l'Inde à sortir de ses problèmes économiques, car elle suit aveuglément les dictats américains. Donc vous savez, il n'y a aucune garantie que l'Inde va le faire, mais il n'y a pas non plus de garantie que Trump va le faire. Lindsey Graham n'a aucun pouvoir de décision. Il n'est qu'un sénateur dans un Sénat des États-Unis qui a déjà délégué cette responsabilité au président. La seule autorité décisionnelle appartient au président. Il semble que le président utilise simplement la menace de tarifs de Lindsey Graham comme un bouclier politique derrière lequel il cache le fait qu'ils n'ont pas de véritable politique concernant la Russie, et pour gagner du temps, afin d'essayer de façonner, pour ainsi dire, le champ de bataille. Je pense qu'ils veulent que Zelensky parte. Ils ont besoin qu'il soit écarté et ils veulent le remplacer par quelqu'un qui pourrait être capable de faire les concessions nécessaires pour amener les Russes à la table des négociations. Zelensky a peur de cela. Tout à coup, Zelensky veut maintenant parler à la Russie. C'est moi qui peux parler à la Russie. La Russie ne veut pas lui parler. Zelensky, c'est du passé. Je ne pense pas que Zelensky sera celui-là, mais c'est un tout autre sujet. Mais vous savez, vous parlez de ces sanctions et de la menace de sanctions.
C'est juste Lindsey Graham qui fait du Lindsey Graham l'homme le plus stupide du monde en ce qui concerne tout ce qui touche à la Russie. Seymour Hersh pense que Zelensky sera soit contraint à l'exil, soit forcé de partir, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais la question se pose alors de savoir ce qui se passera ensuite. Il pourrait y avoir une période d'incertitude, et les Polonais comprennent peut-être que cela pourrait entraîner une sorte de désorganisation civile, voire un conflit civil, et ils demandent à leurs citoyens de partir. Il est risible d'imaginer une intervention militaire polonaise. Les Polonais eux-mêmes reconnaissent qu'ils seraient à court de munitions en 14 jours. Alors, pourquoi voudriez-vous intervenir seulement pour manquer de munitions en 14 jours? Et intervenir avec quoi? Ils ne disposent pas d'une armée orientée vers l'offensive. Ils pourraient commencer à traverser la frontière vers l'ouest de l'Ukraine, mais ils seraient presque immédiatement engagés par des forces venant de Biélorussie, et ils ne pourraient pas faire face à cela. Les Russes croient aux contre-attaques. Donc, si la Pologne commence des opérations transfrontalières de la Pologne vers la Biélorussie, c'est la fin de Varsovie. Ils tomberont. L'armée polonaise ne peut pas se défendre. Ils ne peuvent pas se battre. Les Polonais le savent. Les généraux le savent. Ils ne vont pas s'engager dans un combat. Je pense que la Pologne observe la détérioration de la situation à l'intérieur de l'Ukraine et prend la décision de mettre les citoyens polonais à l'abri. Vous avez mentionné que Zaluzhny pourrait être le candidat dans l'esprit de certaines personnes en Occident. Nous savons que Zaluzhny était, en fait, je vous demandais il y a environ 6 mois si Zelensky serait le candidat. Parce qu'il semble que le gouvernement britannique, les services de renseignement britanniques, l'ont préparé à ce poste. Est-ce que cela sera acceptable dans le cas de l'Ukraine? Et qui va garantir qu'il sera une meilleure option pour l'Ukraine ou qui va changer quoi que ce soit en Ukraine? Écoutez, les Britanniques, les Américains et l'OTAN continuent d'agir comme s'ils comptaient, comme si, vous savez, leur avis avait de l'importance concernant l'avenir de l'Ukraine. La Russie a en quelque sorte déjà déclaré que cela n'avait aucune importance. Cela ne compte pas. Seule la Russie choisira le futur dirigeant de l'Ukraine. La Russie préférerait le faire. Ils sont prêts à permettre qu'un dirigeant intérimaire soit choisi par des élections, mais ces élections ne servent qu'à éliminer le président illégitime Zelensky et à le remplacer par quelqu'un qui soit constitutionnellement capable d'accepter les conditions de la reddition. Vous savez, c'est pour cela que les Russes ne disent pas reddition puis élection. Ils disent élection puis reddition, parce qu'ils ont besoin que Zelensky parte. Vous savez, Zaluzhny, je ne pense pas que ce soit un candidat séduisant. Je ne peux pas parler au nom des Russes, mais je veux dire, c'est un homme qui a pris un selfie avec une photo de Stepan Bandera derrière lui. Si l'on parle de dénazification, il y a là un nazi. Donc, l'avenir de Zaluzhny est probablement une balle dans la tête plutôt que la présidence de l'Ukraine. Il ferait mieux de rester au Royaume-Uni et de ne pas chercher à retourner en Ukraine. Il était le commandant des forces ukrainiennes lorsque de nombreux crimes ont été commis contre des soldats russes et des civils russes. J'imagine donc qu'il figure en bonne place sur la liste des personnes que les Russes tiendront pour responsables dans un contexte post-conflit. Les Russes en ce moment, encore une fois, je ne peux pas parler en leur nom, car je ne suis pas dans la confidence. Mais quand on regarde ce qui se passe, les Russes ont effectivement quelque chose appelé l'État de l'Union. Il s'agit d'une relation politique et économique entre la Biélorussie et la Russie. L'État de l'Union est actuellement très actif dans les discussions sur l'avenir de l'Ukraine, car je pense que la vision de la Russie est que l'Ukraine d'après-conflit
une fois qu'elle aura été dénazifiée et que la normalité aura été rétablie, deviendra partie intégrante de l'État de l'Union, qu'elle rejoindra la même union politique et économique que la Biélorussie et la Fédération de Russie. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'UMR. Cela signifie qu'il n'y aura pas de dirigeants nommés par les Britanniques. Il n'y a pas d'Uthroydzimrot sur les terres rares ukrainiennes. Tout cela, c'est des absurdités. Voici la réalité. L'Occident ne s'est tout simplement pas encore réveillé à ce fait. Et les Russes, eux, ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Les sanctions ne fonctionneront pas. Il n'y a aucune pression militaire qui puisse être exercée sur la Russie de manière significative. L'OTAN, plus l'OTAN essaie de se donner une posture et de se positionner comme militairement pertinente, plus elle s'affaiblit. Vous savez, je compare l'OTAN à, enfin, il y a une maison au bout de la rue qui a été abandonnée par ses propriétaires, je suppose, il y a 1 an et demi, et elle était envahie, la pelouse n'était pas tondue, les arbres n'étaient pas taillés, les buissons non plus. Et vous savez, c'était juste un désastre. Quelqu'un l'a acheté, et maintenant, il est en train de la rénover. Mais ces choses-là portent parfois le surnom de gouffre financier, ce qui veut dire que vous l'avez acheté et que vous ne faites que dépenser toujours plus d'argent dedans. Et l'Ukraine est un gouffre financier. Je veux dire, c'est un désastre. L'Occident et l'OTAN sont un gouffre financier. Et l'OTAN, plus l'OTAN essaye, vous savez, de se moderniser, plus parfois, il vaut mieux vendre la vieille voiture plutôt que d'essayer de la moderniser et simplement en acheter une nouvelle. L'OTAN devrait probablement être dissoute et l'Europe devrait repenser ses besoins. Parce qu'en ce moment, faire appel à l'OTAN, c'est faire venir des structures, des institutions et des modes de pensée hérités du passé qui n'ont tout simplement plus de sens. Vous savez, l'Europe doit réfléchir à sa propre défense et non pas continuer à entretenir ce fantasme des années 1990, début 2000, d'être un tremplin pour l'impérialisme hégémonique américain. L'OTAN pose problème à tous les niveaux, et je ne pense pas que la Russie ait quoi que ce soit à craindre de l'OTAN. I don't think Russia has anything to worry about from NATO. L'OTAN sans les États-Unis, ou peut-être devrais-je le formuler ainsi, l'OTAN peut-elle survivre sans les États-Unis? Non. Est-ce uniquement sur le plan militaire, ou bien politiquement aussi? Ils ne peuvent pas survivre. Both. Les deux. Sans les États-Unis, l'OTAN se fracturera en au moins 2 courants de pensée différents, plus probablement 3. Il y aura le courant des grandes puissances, les Britanniques, les Français et les Allemands, qui penseront pouvoir dicter l'avenir de l'OTAN. L'Italie aimerait faire partie de ce cercle, mais elle n'y parviendra pas. L'Italie deviendra donc le leader des autres puissances occidentales alignées. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Ce seront les pays qui tenteront d'empêcher les Français, les Allemands et les Britanniques d'imposer leur volonté. Mais il y a aussi les nations du bloc de l'Est, ainsi que les 2 nouveaux membres, la Finlande et la Suède, qui se considèrent comme des États de première ligne et qui auront leur propre position. Et l'Ouest ne sera pas prêt à soutenir l'Est. Ils ne vont pas laisser l'Est dicter les conditions de la coexistence. C'est-à-dire, si l'Est dit « nous devons être prêts à faire la guerre contre la Russie », l'Ouest, je pense, répondra « non, nous devons être prêts à nous défendre » et ils planifieront en conséquence. Donc il y aura 3 courants de pensée différents au sein de l'OTAN qui vont se diviser, à moins qu'il n'y ait un papa pour les réunir. C'est là que Mark Rutte avait raison. Il faut que le papa arrive et mette tout le monde en rang. Voilà ce que nous allons faire. Sans l'Amérique, l'OTAN s'effondre tout simplement. Et l'OTAN ne peut pas se le permettre. Ils ne peuvent pas tenir. Il n'y aura aucune discipline. Il n'y aura rien, juste une bande d'enfants qui se chamaillent.
Voilà l'avenir de l'OTAN. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà dit, il vaudrait probablement mieux simplement se débarrasser de l'OTAN, expulser les États-Unis d'Europe et gérer les questions de sécurité européennes par eux-mêmes. Vous voulez dire que les questions de sécurité seraient gérées par le type de pacte qu'il y avait entre le Royaume-Uni et l'Allemagne? Un pacte militaire entre deux pays, ou trois pays entre eux, ou quelque chose de ce genre. Vont-ils conclure des accords bilatéraux ou trilatéraux entre les pays d'Europe? Ou comment cela fonctionnerait-il pour eux? Ce serait suicidaire, car ce que vous avez fait, c'est créer des nantis et des démunis en Europe. Je pense que s'ils veulent réussir, ils doivent avoir un accord de défense de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que l'Union européenne elle-même n'est pas viable. Elle est en train de s'effondrer. Donc au final, je pense que la meilleure chose pour l'Europe est tout d'abord de chercher à normaliser ses relations avec la Russie et de comprendre que, plutôt qu'une alliance militaire traditionnelle, ce qu'il devrait avoir, c'est un comité militaire qui cherche simplement à résoudre les problèmes de manière non militaire. L'Europe doit se démilitariser. Il n'y a aucune raison d'avoir aujourd'hui de grandes armées permanentes en Europe. Quel en est l'objectif? Vont-ils envahir l'Afrique? Vont-ils envahir le Moyen-Orient? Veulent-ils vraiment faire la guerre contre la Russie? Quel est le but d'une grande armée de terre? Que se passera-t-il si l'Europe dispose de grandes armées terrestres? L'Europe fera-t-elle la guerre à l'Europe? Vous verrez apparaître ces petites organisations, et vous le constatez déjà en ce moment, où la Croatie, l'Albanie et le Kosovo s'unissent dans une alliance militaire, et ils sont contrés par la Serbie, la Hongrie et la Slovaquie. Ce sont des mini-alliances OTAN au sein de l'alliance OTAN, chacune intégrant des membres non OTAN. Et ils font cela parce qu'ils se craignent les uns les autres et redoutent la possibilité d'une guerre. Voilà donc l'avenir de l'OTAN. L'OTAN va se fragmenter en différents blocs. Et puis ils se feront la guerre entre eux. Donc, la meilleure option pour l'Europe est de commencer à retirer l'armée d'Europe. Considérez que vous n'avez pas besoin d'une grande industrie de défense. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une industrie civile viable qui maintient les gens en emploi. Ensuite, utilisez votre force économique collective comme moyen de favoriser la prospérité, la paix, etc. Surtout avec la Russie, qui ne souhaite vraiment pas avoir une grande armée permanente et préférerait avoir une armée plus petite et consacrer plus de temps aux choses qui sont importantes pour elle. Donc, nous verrons bien. Je pense simplement que l'Europe est dans une situation très difficile en ce moment, un continent très dysfonctionnel. Scott, quand je regarde l'Union européenne, il me semble que ce qui est arrivé à l'Europe après la création de cette union et la façon dont les États-Unis ont joué un rôle dans toute cette situation, c'est qu'en quelque sorte, cela ne leur a pas permis de grandir. Ils ne savent pas comment gérer leurs problèmes sans les États-Unis. Et cela semble particulièrement vrai en ce moment avec la situation en Ukraine. Sans les États-Unis, ils ne savent pas comment gérer leurs problèmes. Penses-tu que la désintégration de l'Union européenne les amènerait d'une certaine manière à grandir, à être plus raisonnables, plus objectifs quant à leurs objectifs, à leur avenir? Eh bien, je veux dire, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous êtes parents. Comment encouragez-vous vos enfants à grandir? Il y a une période où vous devez leur offrir de la sécurité, un foyer, de la nourriture, un abri, la sûreté. Mais à un moment donné, les enfants atteignent l'âge de maturité et vous vous attendez à ce qu'ils prennent leur envol. Vous faites ce que vous pouvez pour les préparer à ce moment, mais ils partent. Mais si à ce moment-là, vous transformez plutôt votre sous-sol en un logement où ils peuvent rester, et que vous leur dites « Ne t'inquiète pas pour trouver un travail,
je vais continuer à te donner de l'argent de poche et je paierai tout. Et que vous faites cela pendant 30 ans, vous vous retrouvez avec un enfant de 50 ans qui vit dans votre sous-sol et qui est incapable de se débrouiller seul. Voilà l'Europe. L'Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, est devenue presque totalement subordonnée aux États-Unis. Le plan Marshall a eu un impact économique sur l'Europe et par extension politique. L'Europe n'a jamais mûri en tant que continent, en tant que peuple. Elle a toujours été sous le contrôle, ou du moins sous l'influence des États-Unis. Ce n'est pas que les États-Unis aient toujours été agressifs dans leur affirmation de contrôle, même si l'on regarde les années 1950 et 1960, les efforts de la CIA pour faire tomber le Parti communiste en Italie et en France, etc., on voit bien que nous voulions clairement orienter les événements afin que les gouvernements là-bas soient plus facilement contrôlés par les États-Unis. Mais l'Europe a fait cela de son plein gré. Elle s'est laissée devenir cet enfant de 50 ans qui vit encore dans le sous-sol de la maison de ses parents. Et c'est là qu'elle en est aujourd'hui. Ils n'ont jamais mûri. Ils n'ont jamais grandi. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quoi faire sans papa. Ils ne savent pas comment se comporter. Ils ne peuvent pas prendre leurs propres décisions. Vous savez, regardons l'Union européenne elle-même. Sur le plan économique, elle est en grande partie subordonnée au G7. Et le G7 est dominé par les États-Unis. Ils ne prennent pas de décisions indépendantes du G7. Le G7 est un mécanisme de contrôle utilisé par les États-Unis pour contrôler l'Europe et nos principales puissances asiatiques occidentalisées, le Japon et la Corée du Sud. L'Europe, en matière de sécurité, est liée à l'OTAN, et l'OTAN est dominée par les États-Unis. Je veux dire littéralement, l'Europe est un enfant adulte à qui on n'a jamais permis de grandir. Elle ne sait pas comment fonctionner. Ils peuvent faire une crise de colère. Vous savez, je veux dire, encore une fois, je regarde la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni maintenant, qui se réunissent et disent « on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci ». Eh bien, c'est un peu comme un gamin de 50 ans qui se retrouve avec ses amis dans un bar et dit « je vais déclarer mon indépendance, je vais partir faire ceci ». Pendant ce temps, il achète de la bière avec l'argent que papa lui a donné pour acheter de la bière. Ouais, il va reprendre la voiture que maman lui a achetée pour rentrer chez lui et il va retourner vivre dans le sous-sol de la maison de ses parents. Il n'y a rien de sérieux en Europe de nos jours, littéralement. Ce ne sont pas des adultes. Ce sont des enfants qui font semblant d'être des adultes. Et si les États-Unis coupaient vraiment le cordon, ils s'effondreraient et ne sauraient pas quoi faire.